Il existe des monuments qui semblent défier le temps, mais aucun n'égale le silence des pyramides. Massives, immobiles, elles s'élèvent comme si elles avaient toujours été là, gardiennes de secrets plus anciens que la mémoire écrite. Et si leur histoire ne commençait pas avec les pharaons? Si ces pierres portaient pas l'empreinte d'un monde disparu, effacé par la fin de l'âge glaciaire? Sous leurs blocs usés par le vent se cachant des énigmes, des marques d'érosion étrangement anciennes, des orientations célestes qui semblent parler à des étoiles d'un autre ciel. Peut-être ne sont-elles pas seulement des tombeaux, mais les vestiges d'un héritage oublié, transmis avant que les mers ne montent et que les glaces ne se retirent. Les pyramides ne poseront pas de questions, elles les imposent, et chacune nous ramène à une idée troublante. Notre passé pourrait être bien plus vaste que nous ne l'imaginons. Il y a, dans le silence du désert, une impression qui dépasse la simple contemplation. Les pierres des pyramides, patinées par le sable et le temps, semblent parler d'une mémoire que les mots n'ont pas su retenir. Lorsque l'on s'approche de ces blocs massifs, on ressent que leur histoire pourrait être plus ancienne que celle que les récits officiels racontent. Et si ces colosses de calcaire avaient déjà existé avant les grands empires, avant même que le climat ne ressemble au nôtre, dans un âge où la Terre respirait différemment? Le désert que nous connaissons aujourd'hui n'était pas toujours un désert. Des traces de rivières asséchées, visibles depuis le ciel, témoignent d'un Sahara autrefois verdoyant. Des images satellites révèlent un réseau de cours d'eau fossilisés, coulant à une époque où la pluie venait nourrir cette vaste étendue. Si l'on remonte plus loin encore, au dernier maximum glaciaire, la configuration même de la planète différait. Les calottes polaires étaient plus vastes, le niveau des mers plus bas, et de larges territoires désormais engloutis faisaient partie du monde des hommes. C'est dans ce décor altéré que certains chercheurs, souvent marginalisés mais obstinés, imaginent l'existence de civilisations oubliées. Les blocs des pyramides, taillés avec une précision surprenante, sont assemblés en une mécanique de pierre si parfaite que le doute persiste. Comment, sans outils modernes, sans acier trempé, sans machine de levage, ces hommes auraient-ils pu ériger de telles structures? L'explication conventionnelle parle de milliers d'ouvriers, de rampes gigantesques et d'un labeur de plusieurs décennies. Mais au cœur même de cette hypothèse demeurent des zones d'ombre. Des mesures dont révèlent que des joints si étroits entre certains blocs qu'une lame de couteau ne peut s'y glisser. La technique, si elle existait de vraiment, ne nous a laissé aucune trace claire. Chez les Égyptiens, les uns nous ont légué leurs fresques, leurs récits, leurs annales, mais rien qui détaille la construction de ces monuments. C'est ce silence qui nourrit les hypothèses, car si l'on regarde attentivement, on constate que l'érosion présente sur certains monuments, notamment le Sphinx et certains blocs de Gizeh, évoque davantage l'action de pluies intenses que celle du vent du désert. Or, le climat de l'Égypte n'a pas connu de telles pluies intenses depuis des millénaires. Certains géologues estiment que l'usure observée remonterait à plus de 10 000 ans, à une époque où la fin de l'âge glaciaire transformait radicalement les paysages. Si tel est le cas, cela placerait la construction, ou du moins l'exposition initiale de ces monuments, bien avant l'Égypte pharaonique. Un autre détail intrigue, l'orientation des pyramides. La grande pyramide de Khéops est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux, un alignement si précis qu'il dépasse de très peu la marge d'erreur des instruments modernes. Pour parvenir à une telle exactitude, il aurait fallu une connaissance approfondie de l'astronomie et des méthodes d'observation avancées. Certains chercheurs ont noté que les couloirs internes semblent pointer vers des étoiles qui n'occupent plus aujourd'hui la même position, mais qui correspondaient à des alignements d'environ 10 à 12 000 ans dans le passé. Coïncidence ou vestige d'un savoir hérité d'un âge antérieur. La pierre, contrairement aux récits humains, ne ment pas mais elle ne parle pas non plus clairement. Elle garde des indices, des cicatrices, des marques que chacun peut interpréter selon son regard. Ainsi, les théories se multiplient. Certains choisissent dans ces monuments la preuve d'une civilisation très ancienne, antérieure aux pharaons, qui aurait disparu dans le grand bouleversement climatique de la fin du Pléistocène. D'autres imaginent que les bâtisseurs égyptiens auraient hérité de structures plus anciennes, en les réutilisant, en les recouvrant, en les intégrant dans leur propre culture. Si l'on s'éloigne d'Égypte et que l'on observe d'autres lieux de la planète, des parallèles apparaissent. Les mégalithes de Göbekli Tepe, en Turquie, datés de plus de 11 000 ans, ont bouleversé notre compréhension des sociétés anciennes. On y trouve de vastes cercles de pierre ornés de reliefs raffinés, construits bien avant l'invention de l'agriculture selon les chronologies traditionnelles.
Cette découverte prouve qu'une organisation complexe, une vision architecturale et symbolique existait déjà à une époque où l'on pensait que l'humanité se contentait encore de chasser et de cueillir. Dès lors, pourquoi ne pas envisager qu'un savoir semblable ait pu s'exprimer ailleurs, au bord du Nil? Les mythes, eux aussi, murmurent à des fragments. Dans les récits anciens, on parle souvent d'un âge perdu, d'un déluge, d'une civilisation disparue qui aurait transmis une part de son savoir aux générations suivantes. Les Grecs évoquaient l'Atlantide engloutie par la mer. Les traditions mésopotamiennes racontent la grande inondation qui effaça presque toute trace du monde précédent. Même en Égypte, les prêtres de Saïs, selon Hérodote, affirmaient que l'humanité avait déjà traversé plusieurs cycles de destruction et de renaissance. Dans ce cadre, les pyramides pourraient en être vues comme les survivantes silencieuses d'une époque effacée. Pourtant, l'archéologie officielle se méfie de ces spéculations. Elle préfère s'appuyer sur des preuves tangibles, inscriptions, outils, datations au carbone. Tout cela désigne clairement l'époque des pharaons comme l'âge des grands bâtisseurs. Les pierres portent parfois des marques de carrier, des traces d'outils en cuivre, des indices qui ancrent les monuments dans leur temps historique connu. Mais face à ces certitudes matérielles, d'autres anomalies persistent, comme si deux histoires s'entrecroisaient, l'une visible et confirmée, l'autre souterraine, enfouie dans les marges du doute. Imaginer que les pyramides précèdent l'âge glaciaire, c'est accepter de regarder au-delà des certitudes établies. Ce n'est pas une affirmation péremptoire, mais une ouverture, un glissement de perspective. Car si de telles structures existaient vraiment déjà avant la grande fonte des glaces, elles seraient l'empoint à laisser témoin d'un savoir perdu, d'une humanité qui aurait atteint un stade d'organisation et de maîtrise technique dont il ne reste presque rien ailleurs. La montée des mers aurait englouti leurs ports, leurs villes, leurs archives, ne laissant que quelques vestiges isolés à la surface. Alors, dans la lumière tremblante du désert, chaque pierre prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement un bloc extrait d'une carrière, mais peut-être l'écho d'une main inconnue, d'une volonté qui nous précède de plusieurs millénaires. Les pyramides se tiennent immobiles, mais notre regard, lui, vacille. Entre le sable et les étoiles, elles laissent ouverte une question. Que reste-t-il de ce que nous avons oublié? Il y a environ 25 000 ans, la Terre était figée dans une étreinte de glace. Le dernier maximum glaciaire couvrait de vastes régions sous d'épaisses pentes calottes et les paysages que nous connaissons aujourd'hui étaient lents méconnaissables. L'Europe du Nord n'était qu'un désert blanc, l'Amérique du Nord ensevelie sous des kilomètres de glace. Les mers, plus basses d'une centaine de mètres, laissaient apparaître d'immenses rivages qui ont depuis disparu sous les flots. C'était un autre monde, un monde dont les contours ont disparu avec la fonte. À cette époque, le Sahara n'était pas encore ce désert aride et impitoyable. Les études paléoclimatiques révélant un territoire parcouru de lacs, de rivières, de savanes luxuriantes, des peintures rupestres découvertes dans le sud algérien, représentant des troupeaux, des girafes, des éléphants, rappellent que ces terres abritaient autrefois une vie foisonnante. Et dans cet environnement changeant, l'humanité avançait à tâtons, inventant des outils, adaptant son mode de vie, affrontant des conditions extrêmes. Mais au-delà de ce tableau d'adaptation et de survie, certains indices suggèrent autre chose, la possibilité que des foyers de savoir aient prospéré dans l'ombre, portés par un climat qui, malgré sa rudesse, offrait des territoires fertiles et des voies de migration inédites. Les scientifiques qui étudient la fin de l'âge glaciaire soulignent l'ampleur des bouleversements. Lorsque les températures commencèrent à s'élever, il y a environ 15 000 ans, les glaciers se mirent à reculer. Les torrents libérés charrièrent pourtant des volumes d'eau colossaux, inondant les vallées, remodelant les plaines. Dans certaines régions, ces débâcles furent si soudaines qu'elles laissèrent des traces visibles encore aujourd'hui, comme les canaux géants de l'État de Washington ou les immenses champs de blocs erratiques en Europe centrale. Cet univers en transformation rapide aurait pu balayer des cultures entières, les effacer en quelques générations, laissant derrière elles seulement des pierres isolées, incompréhensibles. Les récits anciens parlent souvent de grandes inondations. Ils se retrouvent dans des traditions éloignées les unes des autres, de la Mésopotamie à l'Amérique précolombienne. Leurs images convergent, un monde englouti, une humanité presque détruite, quelques survivants chargés de préserver le feu du savoir. Lorsque l'on replace ces récits dans le contexte de la fin glaciaire, on comprend pourquoi ils ont pu marquer la mémoire collective.
L'élévation du niveau des mers aurait noyé des territoires immenses, les plaines qui entouraient tard la Manche, la vaste région de Doggerland dans la mer du Nord, les côtes de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est aujourd'hui submergées. Si des populations installées là avaient non développé une organisation sociale et des savoirs rudimentaires en architecture ou en navigation, leurs traces se trouvent aujourd'hui sous des dizaines de mètres d'eau. C'est là qu'apparaît la question des pyramides. Si des sociétés structurées existantes dans ces régions perdues, certaines auraient pu transmettre leurs connaissances en architecture monumentale. La maîtrise de la pierre, de l'astronomie rudimentaire, des techniques de construction pourraient avoir circulé à travers des survivants, migrant vers les terres épargnées par la montée des eaux. L'Égypte, fertile et stable grâce au Nil, aurait pu devenir l'un de ces réceptacles. Non pas nécessairement le berceau d'une civilisation totalement nouvelle, mais peut-être le lieu où se sont condensés des fragments plus anciens. Le climat de l'époque rend cette hypothèse troublante. Dans un monde glacé, les ressources étaient rares. Les zones habitables se concentraient sur des corridors étroits, les vallées fluviales, les rivages dégagés, les steppes saisonnières. Ces concentrations auraient pu favoriser l'émergence de réseaux humains plus complexes. Ce ne sont pas seulement des chasseurs dispersés qui parcouraient dans le monde, mais parfois des communautés sédentaires capables de bâtir des sanctuaires, comme en témoignent les découvertes de Göbekli Tepe. Cet exemple montre que, même au cœur de la transition glaciaire, l'homme était capable de concevoir et d'élever des structures monumentales, fruits d'une pensée symbolique et d'une organisation collective. L'étendue des calottes glaciaires modifiait aussi la voûte céleste telle qu'on pouvait l'apercevoir. L'inclinaison de la Terre et la précession des équinoxes donnaient aux étoiles des positions différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Si certains monuments anciens semblent alignés sur des constellations décalées, c'est peut-être parce qu'ils furent conçus à une époque où le ciel lui-même n'était pas le même. Les pyramides, dans cette perspective, ne seraient pas seulement des édifices de pierre, mais des horloges monumentales témoignant d'un rapport au cosmos désormais oublié. Lorsque l'on contemple les glaciers en retrait, les lacs immenses qui se formaient au cœur de l'Amérique ou de l'Eurasie, on comprend que chaque effondrement, chaque crue, pouvait anéantir en un instant des générations d'efforts. Une cité bâtie au bord d'un fleuve glaciaire pouvait disparaître sous les eaux en une seule saison. C'est peut-être ainsi que s'est effacé un savoir ancien, réduit au silence par la brutalité des éléments. Les pyramides, si elles étaient un peu plus anciennes que ce que nous pensons, pourraient être l'un des rares témoignages rescapés d'un temps où la Terre elle-même changeait de visage. Les données géologiques renforcent ce vertige. L'énorme inland 6 laurentidien recouvrait l'Amérique du Nord. L'Eurasie était sous l'emprise de la calotte phéno-scandienne. Les mers plus basses révélaient des terres que nos ancêtres pouvaient en parcourir. L'Indonésie formait un vaste continent nommé Sundaland. Le Japon était relié à l'Asie par des ponts terrestres, l'Australie et la Nouvelle-Guinée n'étaient un compte qu'un seul bloc. Ces géographies, aujourd'hui invisibles, ont disparu dans l'océan, emportant avec elles les possibles traces de sociétés organisées. Les pyramides, dans ce contexte, semblent être des survivantes hors de leur temps, des anomalies plantées au milieu du désert, comme si elles avaient attendu patiemment que les millénaires passent. On pourrait imaginer des générations entières vivant sur ces terres aujourd'hui englouties, observant les étoiles, expérimentant avec la pierre et transmettant oralement leurs découvertes. Puis, un jour, la glace se brisa, les mers montèrent et ce monde s'effaça. Ceux qui survécurent se réfugièrent sur les terres encore émergées, apportant avec eux des bribes de connaissances. Dans les vallées du Nil, peut-être, ils auraient trouvé un refuge. Là, les descendants de ces rescapés auraient pu donner naissance à une culture hybride, mêlant tradition ancienne et inventions nouvelles. Le souvenir de l'âge glaciaire demeure inscrit dans les mythes, mais il se reflète aussi dans les anomalies architecturales que nous contemplons encore. Les pyramides ne livrent pas leurs secrets facilement, mais leur présence s'accorde étrangement avec l'idée d'un savoir conservé à travers la tourmente climatique. Elles se tiennent immobiles, mais autour d'elles résonne l'écho de glaciers disparus, de mers montantes, d'humanité fragile prise dans le flux des âges. Lorsque l'on observe les cartes bathymétriques des océans, on remarque des plateaux sous-marins, des plaines englouties, des traces de littoraux oubliés. Ces lignes, désormais immergées, ne sont pas des inventions modernes. Elles sont les fantômes des rivages qui existaient avant que la mer ne monte, lorsque l'âge glaciaire retenait l'eau dans ses calottes étendues. Pendant des millénaires, ces terres étaient habitées, parcourues, peut-être même cultivées. Aujourd'hui, elles dorment sous les flots,
effaçant presque tout ce que les hommes y avaient rebâti. Parmi ces territoires disparus, certains portent des noms qui évoquent une mélancolie particulière. Doggerland, cette vaste plaine qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen, s'étendait autrefois sur des milliers de kilomètres carrés. Des chasseurs y vivaient, suivant les troupeaux, exploitant les marais et les rivières. Puis, vers 6000 avant Jésus-Christ. Gillissait une combinaison de fonte glaciaire et d'un gigantesque glissement sous-marin, le Storegga Slide, fit déferler un tsunami qui balaya une grande partie de ce monde. En quelques générations, une terre fertile fut engloutie, et avec elle peut-être des villages, des sanctuaires, des savoirs que nous ne retrouverons jamais. Plus à l'est, les plaines de Sundaland formaient un continent immense reliant Sumatra, Java, Bornéo et la péninsule malaise. Là, les archéologues ont découvert des indices troublants, des grottes ornées, des restes d'outils, des fragments de céramique qui témoignent d'une occupation humaine très ancienne. Lorsque la mer monta, ces terres furent réduites à des îles, et les populations furent contraintes de se disperser. Certains chercheurs suggèrent que cette migration aurait pu jouer un rôle dans l'expansion des peuples austronésiens, dont les traditions maritimes sont restées parmi les plus avancées au monde. Si des monuments, même modestes, avaient été bâtis sur les plaines désormais submergées, ils reposent aujourd'hui à des dizaines de mètres sous les vagues, hors de portée des regards. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des sondages bathymétriques ont révélé des structures géométriques à près de 40 mètres de profondeur. Certains y ont vu les vestiges d'une cité engloutie, datée par des fragments organiques à près de 9000 ans. Ces résultats ont restement controversés, souvent rejetés par les archéologues officiels, mais ils nourrissent l'hypothèse d'occupation complexe le long des rivages anciens. Si ces découvertes se confirment, elles déplaceraient dans notre chronologie des sociétés organisées, les plaçant à une époque où l'humanité était censée vivre encore dans la simplicité des premières communautés agricoles. Ces rivages perdus n'étaient pas marginaux, mais les centres mêmes de la vie humaine. Car lorsque le niveau des mers était plus bas, les côtes représentaient dans des zones riches en ressources, poissons, coquillages, terres fertiles irriguées par les fleuves. C'est là que les hommes construisaient leur abri, qu'ils organisaient leur premier village. En perdant ces territoires, l'humanité a perdu une part immense de ses archives. Les pyramides, entrant dans ce cadre, apparaissent comme une anomalie survivante. Un monument qui, au lieu d'avoir été avalé par la mer, a résisté dans une vallée encore émergée. L'idée d'une mémoire fragmentée revient sans cesse. Peut-être que les bâtisseurs des pyramides portaient en eux le souvenir de cités englouties, de littoraux disparus. Peut-être que leurs mythes, transformés au fil du temps, parlaient encore d'un monde perdu. Lorsque Platon mentionne l'Atlantide, il affirme qu'il rapporte des récits égyptiens transmis à Solon. L'île engloutie, dit-il, était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies, mais elle disparut en une seule nuit d'inondations et de tremblements de terre. Ce récit est peut-être une allégorie, mais replacé dans le contexte des rivages disparus, il acquiert une étrange résonance. Le Nil lui-même témoigne de cette histoire changeante. Ces crues, régulières mais parfois violentes, remodelèrent les rives. Ces dépôts d'alluvions recouvraient et protégeaient certains vestiges, mais en effacèrent d'autres. On imagine sans peine que d'anciens sites, construits plus près du delta lorsque la mer était plus basse, ont disparu avec la montée des eaux. Ainsi, les pyramides, érigées sur le plateau de Gizeh, se trouvent sur un promontoire suffisamment élevé pour avoir échappé à ce sort. Était-ce un hasard ou bien une connaissance instinctive des cycles des eaux ? Les explorations modernes des fonds marins, encore limitées, commencent à révéler quelques indices. Des alignements de pierres, des structures énigmatiques apparaissent parfois sur les sonars. Dans les Caraïbes, près de Cuba, des relevés ont montré ce qui pourrait être des formations géométriques à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les chercheurs restent prudents. La nature peut créer des formes régulières et l'enthousiasme peut facilement transformer des coïncidences en civilisations disparues. Pourtant, la possibilité demeure, discrète et insistante. La montée des mers après l'âge glaciaire fut progressive, mais ponctuée de crises brutales. Des événements comme le Dryas récent ou le cataclysme du lac Agassiz auraient en libéré des volumes d'eau colossaux en quelques décennies, accélérant la submersion des plaines côtières. Chaque vague emportait avec elle des paysages familiers, contraignant les populations à migrer, à reconstruire ailleurs. Ces mouvements auraient favorisé les échanges, la transmission de récits, la préservation de certains savoirs. Les pyramides, en ce sens,
pourrait être perçu comme la cristallisation de cette mémoire itinérante, une tentative de fixer dans la pierre ce que les flots ne pouvaient emporter. Les rivages engloutis posent une question qui dépasse l'archéologie. Combien de nos origines reposent aujourd'hui sous l'océan ? Si l'on admet que les hommes s'installaient majoritairement près des côtes, alors une part immense de leur histoire est perdue, peut-être à jamais. Les pyramides apparaissent alors comme un fil ténu reliant notre présent à un passé englouti. Elles sont visibles, tangibles, palpables, mais elles appartiennent peut-être à un contexte plus vaste, dont la majorité a disparu sous les eaux. Ainsi, chaque plongée dans les abysses, chaque balayage de sonar devient une exploration de notre propre amnésie. Ce que nous cherchons dans les profondeurs, ce ne sont pas seulement des ruines, mais des fragments de nous-mêmes. Les pyramides dressées au-dessus des sables rappellent silencieusement que tout ce que nous croyons solide peut être effacé, et que ce qui subsiste n'est jamais qu'un éclat de ce qui fut. Elles nous invitent à regarder la mer non comme une frontière, mais comme un voile posé sur d'anciennes terres. Et derrière ce voile, peut-être, sommeillent encore les cités oubliées, les rivages où commença l'histoire que nous avons perdue. Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel. Dans l'obscurité des nuits, sans lumière artificielle, le firmament s'offrait comme une toile infinie, constellée de signes qui guidaient en les pas et marquaient en les saisons. Pour les peuples anciens, les étoiles n'étaient pas seulement des points lumineux. Elles étaient qu'un des repères, des divinités, des horloges qui réglaient le rythme des moissons et des migrations. Dans cette voûte céleste, certains pensent que les bâtisseurs des pyramides ont inscrit une connaissance perdue, une relation au cosmos que nous ne percevons plus qu'à travers des fragments. La grande pyramide de Gizeh intrigue par son orientation quasi parfaite. Ses faces sont alignées avec les points cardinaux avec une précision étonnante, déviant de moins d'un demi-degré. Pour atteindre une telle exactitude, il fallait une compréhension fine du ciel, une observation minutieuse de la course du soleil et des étoiles. On a proposé que les Égyptiens utilisaient l'étoile polaire pour caler leur construction. Pourtant, à l'époque pharaonique, cette étoile n'occupait pas exactement la position qu'elle a aujourd'hui. Les bâtisseurs auraient dû s'appuyer sur d'autres repères stellaires ou sur des méthodes dont nous n'avons pas conservé la trace. Certains chercheurs, comme Robert Bauval, ont suggéré que les 3 pyramides principales de Gizeh reproduisent l'alignement de la ceinture d'Orion. Les positions relatives de Khéops, Khéphren et Mykérinos rappelleraient la disposition des 3 étoiles d'Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Plus encore, l'axe de ces pyramides, comparé à la Voie lactée, évoquerait le Nil comme un reflet terrestre du fleuve céleste. Si cette hypothèse est exacte, elle témoigne d'une volonté consciente de reproduire dans la pierre un ordre cosmique. Les pyramides ne seraient pas seulement des tombeaux, mais des miroirs du ciel, des points de jonction entre la Terre et l'univers. Mais ce qui intrigue davantage, c'est que l'alignement supposé avec Orion semble correspondre non pas à la position actuelle des étoiles, mais à celle qu'elles occupaient il y a environ 10 à 12 000 ans. Cette datation coïncide étrangement avec la fin de l'âge glaciaire, époque de bouleversements climatiques et de migrations massives. Si l'on admet cette possibilité, les pyramides pourraient être plus anciennes que nous le croyons, ou bien elles auraient été construites par des hommes qui détenaient des traditions astronomiques remontant à une ère bien antérieure. Les textes égyptiens eux-mêmes évoquent un lien sacré entre les pharaons et les étoiles. On parlait du roi comme d'un fils du soleil, mais aussi comme d'un être qui, après la mort, rejoignait la demeure des étoiles impérissables, ces astres circumpolaires qui ne disparaissent que jamais sous l'horizon. Les conduits étroits à l'intérieur de la grande pyramide semblent orientés vers certaines étoiles précises, comme Sirius ou Orion. Ces passages étroits, difficiles d'accès, n'étaient peut-être pas destinés à l'air mais aux âmes, symboliquement guidées vers leur destinée céleste. La précession des équinoxes, ce lent balancement de l'axe terrestre sur une période de près de 26 000 ans, modifie la position apparente des étoiles au fil du temps. Les astronomes modernes ont découvert ce phénomène seulement à l'époque d'Hipparque, au IIe siècle avant notre ère. Pourtant, certains indices laissent entendre que des peuples bien plus anciens en avaient déjà conscience. Les temples de l'Inde, les ziggourats mésopotamiennes, les alignements mégalithiques d'Europe semblent parfois calés sur des positions stellaires correspondant à des époques révolues. Si cela est vrai, cela suppose un suivi patient des cieux sur des milliers d'années, une mémoire astronomique qui dépasse largement ce que l'on attribue aux sociétés préagricoles. Les étoiles servèrent aussi de calendrier.
L'apparition héliaque de Sirius, par exemple, coïncidait presque parfaitement avec la crue annuelle du Nil, événement vital pour l'Égypte. Cette corrélation fit de Sirius une étoile sacrée, associée à la déesse Isis. Mais si les pyramides et leurs orientations renvoient à des configurations encore plus anciennes, cela suggère que les bâtisseurs avaient hérité d'un savoir déjà établi, transmis peut-être par des générations de prêtres ou par des traditions venues d'ailleurs. Le ciel ancien était plus qu'une carte, il était un langage. Chaque constellation racontait en une histoire, chaque mouvement traduisait un message. Dans un monde où l'écriture n'existait pas encore, le ciel était la bibliothèque commune, ouverte à tous, mais lisible seulement par ceux qui savaient interpréter ces signes. Les pyramides, dans ce contexte, pourraient être l'équivalent de pages gravées en pierre, figeant dans l'architecture un savoir qui se perdrait sinon dans l'écoulement des millénaires. On retrouve ailleurs des traces de cette obsession stellaire. À Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan, produite lors des équinoxes, l'illusion d'un serpent lumineux descendant ses marches. À Stonehenge, les pierres sont alignées avec les levées et couchers solaires au solstice. À Teotihuacan, l'avenue des morts suit un axe qui correspond à des événements astronomiques précis. Partout, les sociétés anciennes ont élevé leurs monuments en dialogue avec le ciel. L'Égypte n'était donc pas une exception, mais peut-être l'exemple le plus abouti de cette tradition universelle. Mais l'étrangeté des pyramides tient à leur dimension intemporelle. Leur précision dépasse de loin le besoin pratique. Pour aligner un temple ou un calendrier agricole, une approximation suffisait. Ici, on retrouve une exactitude presque obsessionnelle. Pourquoi ? Était-ce une tentative de figer à jamais la mémoire d'un ciel particulier, celui d'un âge révolu ? Était-ce un message destiné à traverser les âges, un signal codé indiquant « Nous savions, nous avons vu les étoiles à cet instant du monde ». Le savoir astronomique ancien reste enveloppé d'ombre. On ignore comment des sociétés dépourvues d'instruments sophistiqués pouvaient mesurer avec une telle rigueur les mouvements célestes. Peut-être observaient-elles simplement, nuit après nuit, génération après génération, accumulant une mémoire qui s'étendait sur des siècles. Dans cette patience, il y avait une forme de science, non pas écrite dans des traités, mais inscrite dans la continuité de l'expérience humaine. Les pyramides, lorsqu'on les contemple à la lueur des étoiles, ne sont plus seulement des masses de pierre. Elles deviennent des phares inversés, non pas projetant leur lumière vers le ciel, mais captant celle du cosmos pour la refléter vers la Terre. Elles unissent le sable et les astres dans une même géométrie. Et plus on les observe, plus grandit le sentiment qu'elles ne sont pas uniquement tournées que vers les hommes, mais vers quelque chose de plus vaste, un ordre cosmique dont nous avons perdu la clé. Ainsi, derrière les lignes sévères des blocs, derrière les couloirs sombres et les chambres silencieuses, se cache peut-être un savoir astronomique que nous commençons seulement à redécouvrir. Un savoir qui ne visait pas seulement à mesurer le temps, mais à inscrire l'humanité dans une relation intime avec le ciel. Les pyramides, silencieuses mais immuables, portent encore en elles cette mémoire. Elles se tiennent, immobiles, comme des horloges monumentales, réglées non pas sur le battement d'un cœur humain, mais sur le rythme lent des étoiles et des airs. Lorsque l'on contemple les pyramides, on est frappé non seulement par leur masse, mais par leur placement dans l'espace. Ces monuments ne sont pas posés au hasard, ni construits selon une simple logique d'esthétique ou de commodité. Leur orientation, leur disposition relative, la manière dont elles se confrontent aux points cardinaux et aux lignes invisibles du ciel, tout cela révèle une intention profonde, presque obsessionnelle. Ce n'est pas une architecture du hasard, mais une architecture de précision. La grande pyramide de Khéops, la plus célèbre de toutes, est alignée sur les points cardinaux, avec une exactitude qui, encore aujourd'hui, surprend les chercheurs. Ses faces entellébées sont orientées nord, sud, est, ouest, avec une déviation minime de quelques minutes d'arc seulement. Un tel résultat exigeait une maîtrise de l'observation céleste que l'on ne prête guère à une civilisation de l'Antiquité. Comment, sans instruments modernes, pouvait-on atteindre une telle rigueur ? Certains suggèrent que les bâtisseurs se servaient de l'ombre projetée par le soleil à midi ou de l'étoile polaire comme repère nocturne. Mais à l'époque de la construction, cette étoile n'était pas encore parfaitement au nord céleste. Les bâtisseurs auraient donc dû recourir à d'autres méthodes ou posséder une tradition plus ancienne, transmise d'air en air, capable de repérer avec justesse le centre du ciel. Il ne s'agit pas seulement de l'orientation des faces. Les couloirs internes, les galeries qui serpentent à travers la masse de pierre, semblent répondre à une logique invisible.
Certains débouchent sur des points précis du ciel, d'autres s'alignent sur des positions liées aux étoiles ou au soleil. Tout se passe comme si l'intérieur de la pyramide était un plan codé, une carte repliée sur elle-même. Et à mesure que l'on étudie ces alignements, une impression troublante émerge. Les pyramides sont des instruments, non seulement des monuments. L'ensemble du plateau de Gizeh lui-même semble avoir été pensé selon une géométrie globale. Les 3 grandes pyramides, disposées selon un schéma légèrement décalé, rappellent la ceinture d'Orion, mais aussi un système d'équilibre qui dépasse la simple imitation. Les distances entre elles, les proportions de leur base et de leur hauteur créent un jeu de correspondance qui pourrait refléter à la fois une cosmologie et une mathématique avancée. On parle parfois de géométrie sacrée, non pas au sens mystique, mais comme une science ancienne qui liait les formes terrestres à des principes célestes. Au-delà du plateau de Gizeh, d'autres monuments égyptiens semblent obéir à cette même obsession de l'orientation. Les temples de Karnak, de Luxor, d'Abydos sont alignés sur les levées ou couchers solaires lors de jours précis de l'année. À Karnak, par exemple, le temple principal est orienté de telle sorte que, lors du solstice d'hiver, le soleil levant éclaire directement l'axe central du sanctuaire. Ce type de précision démontre une longue observation des cycles célestes, une attention portée aux relations invisibles entre l'astre et la pierre. Les Égyptiens n'étaient nés pas seuls dans cette quête. Partout sur la planète, les civilisations anciennes ont cherché à orienter leurs monuments. À Stonehenge, en Angleterre, les blocs de pierre dessinent un cercle qui s'aligne avec le lever du soleil au solstice d'été. À Chichén Itzá, au Mexique, les escaliers de la pyramide principale se transforment en un serpent lumineux lors des équinoxes, grâce à l'ombre projetée par les angles de la construction. Au Pérou, les lignes de Nazca tracent de vastes figures visibles depuis le ciel, certaines pointant vers des positions solaires et stellaires précises. Ces correspondances révèlent une intuition universelle. L'architecture monumentale devait dialoguer avec le cosmos. Mais ce qui rend les pyramides uniques, c'est l'extrême rigueur de leur alignement. Il ne s'agit pas simplement d'un monument tourné vers le soleil ou une étoile, mais d'un ensemble calibré à une échelle monumentale, tenant compte des points cardinaux, des cycles stellaires et peut-être même de proportions mathématiques liées à la Terre elle-même. Certains chercheurs ont noté que le périmètre de la Grande Pyramide, rapporté à sa hauteur, donne une approximation remarquable du nombre pi. D'autres ont suggéré que les dimensions reflétaient des mesures liées à la circonférence terrestre. Ces interprétations sont contestées par l'archéologie classique, mais leur persistance montre que la précision des pyramides invite sans cesse à de nouvelles hypothèses. Un autre mystère tient au fait que ces alignements semblent parfois correspondre à des positions célestes très anciennes, antérieures à l'époque officiellement attribuée à leur construction. La ceinture d'Orion, par exemple, telle qu'évoquée plus tôt, correspondrait mieux à l'alignement des pyramides si l'on remonte 10 à 12 000 ans en arrière. Cette concordance étrange ouvre la porte à une question vertigineuse. Les pyramides auraient-elles été conçues pour refléter un ciel bien plus ancien que celui des pharaons ? Si tel était le cas, elles porteraient dans la mémoire d'une époque effacée, une tentative de fixer dans la pierre l'image d'un firmament disparu. L'eau et le sable, au fil des millénaires, ont modifié la surface de la pierre. Pourtant, malgré les érosions et les bouleversements du climat, les pyramides conservent leur orientation. Elles continuent d'indiquer le nord, l'est, l'ouest, le sud, comme des aiguilles figées sur un cadran qui ne cesse jamais de tourner. Leur rôle d'horloge cosmique demeure intact, rappelant à ceux qui les contemplent que le temps humain est bref, mais que le temps céleste se déploie dans une autre mesure. L'obsession de l'alignement ne relevait pas uniquement d'une fonction pratique. Certes, connaître les cycles solaires aidait à prévoir les crues Haroun du Nil, à organiser les moissons, à rythmer la vie. Mais dans le cas des pyramides, l'excès de précision suggère autre chose, une volonté de relier la Terre aux principes immuables du cosmos, de fixer un ordre éternel. Le pharaon, en construisant sa pyramide, ne cherchait peut-être pas seulement à assurer sa gloire terrestre, mais à inscrire sa destinée dans un cadre cosmique, à rejoindre les étoiles impérissables. Chaque détail architectural, chaque ligne semble avoir été pensé pour répondre à une logique cachée. On ne peut s'empêcher d'imaginer les prêtres, les architectes, les observateurs du ciel, réunis nuit après nuit pour scruter les étoiles, ajustant leurs repères, traçant des lignes dans le sable jusqu'à ce que la pierre reflète fidèlement le cosmos. Le monument n'était pas seulement un tombeau, il était un monde miniature, une projection terrestre de l'univers.
Ainsi, les pyramides deviennent des repères qui dépassent la simple échelle humaine. Elles marquent la surface de la Terre comme des points d'ancrage, rappelant que l'homme, dès ses origines, cherchait à se situer non seulement dans l'espace terrestre, mais dans l'espace cosmique. Les alignements, loin d'être de simples coïncidences, révèlent une quête universelle, celle de trouver dans le ciel une mesure, un ordre, un miroir du monde invisible. Le désert semble immuable, et pourtant il change sans cesse. Le sable se déplace, les vents sculptent les pierres, la sécheresse use les reliefs. Mais certaines marques visibles sur les monuments de Gizeh racontent une histoire qui ne cadre pas avec le désert tel que nous le connaissons. Ces cicatrices de la pierre, ces lignes d'usure, ne parlent pas du vent brûlant, mais de l'eau, de la pluie, de torrents oubliés. Elles posent une question dérangeante. Et si ces structures avaient non déjà affronté un climat radicalement différent, bien avant l'Égypte pharaonique? Le sphinx, gardien énigmatique aux pattes étendues, en est l'exemple le plus troublant. Les parois qui l'entourent sont striées de sillons verticaux, des cannelures profondes qui ressemblent davantage à l'action de pluie intense qu'à celle du vent et du sable. Les géologues qui se sont penchés sur ces marques ont proposé une hypothèse audacieuse. Ces érosions dateraient d'une époque où l'Égypte recevait de fortes précipitations, bien avant que le Sahara ne devienne désertique. Or, les dernières pluies abondantes dans cette région remontent à plus de 10 000 ans, à la fin de l'âge glaciaire. L'idée choque car elle repousserait la datation du Sphinx, et peut-être même des pyramides, de plusieurs millénaires. Elle contredirait les chronologies établies, selon lesquelles ces monuments furent érigés environ 2500 ans avant notre ère. Mais les pierres, elles, demeurent indifférentes à nos certitudes. Elles gardent en elles des strates de mémoire que nous ne savons pas toujours lire. Certains géologues, comme Robert Schoch, ont défendu cette interprétation, affirmant que l'érosion hydrique est trop évidente pour être ignorée. Face à lui, les égyptologues classiques répliquent que les marques pourraient s'expliquer autrement, par des facteurs comme le sel, les variations de température ou encore l'humidité du sol. Le débat reste vif, mais il ouvre une brèche. Si le sphinx est plus ancien que prévu, alors c'est toute l'histoire de Gizeh qui s'effondre et doit être repensée. Les pyramides elles-mêmes portent des stigmates similaires. Certaines pierres, en particulier celles proches du sol, montrent des arrondissements, des effritements, des fissures que l'érosion éolienne seule peine à expliquer. On y distingue des traces qui rappellent davantage l'action de l'eau ruisselante, comme si la pluie avait longtemps battu ses surfaces. Si cela est vrai, cela signifie que les pyramides furent exposées à un climat beaucoup plus humide que celui que connut l'Égypte historique. On sait que le Sahara n'a pas toujours été désert. Les études paléo-environnementales révèlent que, durant certaines périodes, la région était verte et fertile, couverte de lacs et de savanes. Des peintures rupestres témoignent de troupeaux de bovidés, d'éléphants et de girafes rares parcourant ces terres. Mais même ce Sahara vert, qui s'étend entre 8 et 6 000 ans avant notre ère, semble trop récent pour expliquer l'usure profonde observée sur le Sphinx. Les marques évoquent une période encore plus lointaine, lorsque les pluies diluviennes de la fin glaciaire frappaient la région. Si tel est le cas, alors une question vertigineuse se pose. Qui aurait pu ériger des monuments aussi colossaux à une époque où l'humanité, selon nos connaissances actuelles, n'était pas censée posséder de telles capacités architecturales? Cette possibilité évoque une civilisation perdue, un peuple oublié dont la mémoire s'est effacée sous les sables et les millénaires. Les blocs eux-mêmes semblent raconter cette énigme. Certains, pesant plusieurs dizaines de tonnes, sont ajustés avec une précision qui défie nos explications. Les outils de cuivre attribués aux Égyptiens historiques semblent dérisoires face à une telle maîtrise. L'hypothèse de rampe massive reste la version académique dominante, mais elle n'explique pas tout. Comment maintenir une telle régularité sur des millions de blocs? Comment élever des pierres à plus de 100 mètres de hauteur avec des moyens aussi rudimentaires? L'érosion hydrique, en bouleversant la chronologie, amplifie encore ces mystères. Dans d'autres régions du monde, on retrouve des traces similaires de monuments que l'érosion rend plus anciens qu'ils ne paraissent. À Göbekli Tepe, en Turquie, les piliers sculptés, datés de plus de 11 000 ans, étaient enfouis sous terre depuis des millénaires avant leur découverte. Là aussi, l'idée qu'une société de chasseurs-cueilleurs ait pu ériger des structures si raffinées a bouleversé nos certitudes. Peut-être que les érosions du Sphinx et des pyramides participent de la même logique. Une preuve discrète, mais insistante, que l'histoire humaine est plus ancienne et plus complexe que ce que nous pensions.
Le temps, en effaçant, révèle parfois plus qu'il ne dissimule. Les fissures, les stries, les arrondis, sculptés dans la pierre, deviennent des archives naturelles, indépendantes des chroniques écrites. Elles témoignent d'un monde disparu, d'un climat que nous n'avons pas connu. Les pluies intenses qui tombèrent sur le plateau de Gizeh il y a des dizaines de millénaires ont laissé leur empreinte dans la roche comme un message involontaire adressé aux générations futures. Ces marques, silencieuses mais persistantes, résonnent étrangement avec les mythes anciens. Les récits de déluge, d'âges perdus, d'humanité détruite par les eaux trouvent un écho dans les pierres rongées et écongées de Gizeh. Peut-être que les bâtisseurs, conscients du passage du temps, ont voulu dresser ces monuments pour résister à l'oubli, pour défier les cataclysmes. Mais même eux n'avaient pas prévu que l'eau, si rare aujourd'hui dans le désert, laisserait une signature indélébile sur leurs œuvres. En scrutant ces cicatrices, on perçoit un paradoxe. La pierre est ce qu'il y a de plus durable, et pourtant elle porte en elle la fragilité des mondes. Elle résiste mais elle se souvient. Elle nous rappelle que même les œuvres les plus colossales sont vulnérables à la lente respiration de la terre. Les pyramides et le sphinx ne sont pas intacts. Ils sont marqués, usés, vieillis, mais ces failles sont aussi les témoins d'un passé qui s'éloigne encore. Ainsi, l'érosion qui défie le temps ne détruit pas seulement, elle révèle. Elle nous force à réinterroger ce que nous croyons savoir, à imaginer des âges enfouis sous les sables et les millénaires. Les marques de pluie sur la pierre nous disent qu'il y eut un avant, un temps oublié, où le ciel d'Égypte déversait des torrents. Et dans ce contraste entre le désert immobile et la mémoire des pluies, les pyramides continuent de se dresser comme des énigmes, témoins d'un climat disparu et peut-être d'une histoire humaine plus ancienne que nos livres. Partout où l'on prête l'oreille aux récits anciens, un écho revient, insistant et universel, celui d'un monde englouti. Qu'il s'agisse des tablettes mésopotamiennes, des chants des peuples amérindiens, des textes sacrés ou des traditions orales, une mémoire partagée traverse les continents. Tous racontent qu'il y eut autrefois un âge de prospérité et de savoir, balayé par des eaux venues du ciel ou des flots marins. Ces histoires ne sont pas des copies conformes, mais des variations sur un même thème, comme si chaque civilisation avait conservé une étincelle d'un souvenir bien plus ancien. Dans la Mésopotamie antique, le récit du déluge est gravé dans l'épopée de Gilgamesh. Le héros y rencontre Utnapishtim, survivant d'une inondation colossale envoyée par les dieux pour effacer l'humanité. L'histoire est d'une parenté frappante avec celle de Noé dans la Bible, où une arche sauve une poignée de vivants et d'animaux. Ces parallèles ne peuvent pas être expliqués uniquement par des emprunts culturels. Ils révèlent peut-être une racine commune, la mémoire d'événements réels, vécus par des communautés confrontées à des cataclysmes hydrauliques lors de la fin de l'âge glaciaire. Plus loin, en Inde, les anciens textes védiques relatent le mythe de Manu, sauvé par un poisson divin qui l'avertit d'un déluge imminent. Manu construit un navire et survit aux flots qui balayent tant le monde, donnant naissance à une nouvelle humanité. Les peuples amérindiens, de leur côté, transmettent des légendes semblables. Les Hopis parlent d'un monde précédent, détruit par l'eau. Les Mayas évoquent un âge effacé par des pluies d'un sans fin, tandis que les Incas racontent que leurs ancêtres furent sauvés en se réfugiant sur les hauteurs, échappant aux eaux qui dévastaient les plaines. Même en Australie, où les peuples aborigènes perpétuent des traditions parmi les plus anciennes connues, des chants évoquent la montée de la mer, la perte de terres côtières, les migrations forcées. Or, la science moderne a confirmé que ces récits correspondent à des événements réels. La montée du niveau marin de plus de 100 mètres à la fin de l'ère glaciaire a englouti d'immenses territoires, contraignant les populations à s'adapter et à réinventer leur existence. Si ces récits semblent poétiques, ils s'accordent étrangement avec les données géologiques. Le Drias récent, une période de refroidissement brutal suivie d'un réchauffement tout aussi rapide, a déclenché des bouleversements climatiques majeurs. La fonte accélérée des glaciers aurait libéré d'énormes volumes d'eau douce, provoquant la montée rapide des mers et des inondations cataclysmiques. Certains chercheurs évoquent aussi des impacts de comètes ou d'astéroïdes comme déclencheurs possibles, accentuant le caractère soudain de ces désastres. Dans ce contexte, il n'est pas difficile d'imaginer que des sociétés entières aient disparu, ne laissant derrière elles que des souvenirs transmis dans les mythes, et si les pyramides s'inscrivaient dans ce récit oublié. Leur masse colossale, leur résistance au temps et au cataclysme pourraient être vues comme une réponse à la fragilité de l'humanité face aux éléments.
un monument construit pour défier les siècles, survivre aux pluies, aux vents, aux tremblements de terre et transmettre un message au-delà des générations. Peut-être que derrière leur fonction funéraire apparente se cache une intention plus ancienne, préserver une mémoire avant que les eaux ne recouvrent tout. Les Égyptiens eux-mêmes possédaient des récits de destruction cyclique. Selon les prêtres de Saïs, rapportés par Hérodote, l'humanité avait déjà traversé plusieurs effondrements, ravagés tour à tour par le feu ou par l'eau. Ces paroles rejoignent les traditions grecques où Platon raconte l'histoire de l'Atlantide, une grande île disparue dans l'océan en un seul jour et une seule nuit de malheur. Platon affirme que ce récit provenait d'Égypte, transmis à Solon lors de ses voyages. Si cela s'était vrai, alors les Égyptiens auraient été les dépositaires d'une mémoire plus ancienne que leur propre civilisation. Le mythe de l'Atlantide fascine depuis des siècles, mais replacé dans le cadre des bouleversements climatiques de la fin glaciaire, il acquiert une étrange plausibilité. Les descriptions d'une île prospère dotée d'une organisation avancée, engloutie par les eaux, rappellent la réalité des terres disparues comme Doggerland en Europe ou Sundaland en Asie. Peut-être Platon ne faisait-il que reformuler, sous une forme idéalisée, une mémoire répandue chez les peuples côtiers de l'Antiquité. Les mythes, loin d'être de simples fables, agissent comme des archives. Ils ne parlent pas avec le langage de la science, mais avec celui de la mémoire collective, mélangeant images, symboles et réalité vécue. Ce qui nous paraît fabuleux était peut-être, pour ceux qui racontaient Gray, le reflet d'un traumatisme ancestral. Le souvenir de la montée des eaux, transmis de génération en génération, aurait fini par prendre la forme d'histoires sacrées. Lorsque nous écoutons ces récits avec attention, nous percevons des motifs communs. L'eau qui détruit le monde, le petit nombre de survivants, la nécessité de reconstruire à partir de rien, la transmission d'un savoir préservé. Ces thèmes résonnent étrangement avec les hypothèses d'une humanité plus ancienne, dotée d'une organisation suffisante pour bâtir, calculer, observer les étoiles, puis anéantie par les cataclysmes. Les pyramides, dans ce cadre, ne seraient-elles pas des créations isolées, mais l'un des rares vestiges de ce savoir transmis à travers le chaos. Les archéologues orthodoxes les considèrent devant ces interprétations avec scepticisme. Pour eux, les mythes ne sont que des symboles, des métaphores destinées à expliquer le monde naturel ou à transmettre des valeurs sociales. Mais les corrélations entre traditions et faits géologiques sont trop nombreuses pour être ignorées. Lorsque les récits des peuples aborigènes décrivent des territoires côtiers engloutis et que la science moderne confirme que ces zones furent effectivement submergées il y a des millénaires, le mythe devient mémoire. Peut-être en est-il de même pour l'Égypte. Les prêtres qui racontèrent à Solon l'histoire d'un monde disparu, parlaient-ils seulement en images ? Ou gardaient-ils, enfouis dans leurs archives orales et symboliques, la trace d'événements réels dont leurs propres monuments étaient les témoins silencieux ? Les pyramides d'Oxams dressées au bord du Nil pourraient alors apparaître comme une réponse à la fragilité des civilisations, une pierre dressée contre l'oubli des eaux. Ce que les mythes nous disent, avec leur langage voilé, c'est que le monde que nous croyons stable ne l'est pas. Il fut des époques où la terre s'effondra, où la mer monta, où les villes disparurent. Il fut des temps où l'homme dut recommencer presque à zéro, ne gardant que des fragments du passé. Dans ce silence, les pyramides se dressent comme un paradoxe. Elles ne racontent rien, mais elles témoignent de tout. Elles sont les pierres survivantes d'un monde que les mythes décrivent. Un monde noyé, englouti, mais toujours présent dans l'ombre de notre mémoire collective. Dans les récits officiels, les pyramides sont attribuées à des pharaons bien précis. Khéops, Képhren, Mykérinos, leurs noms trônent dans les manuels, gravés comme les maîtres de ces édifices colossaux. Mais à mesure que l'on contemple la masse de pierres, que l'on explore ces corridors, une impression persiste. Les monuments semblent plus anciens que les hommes auxquels on les associe. Ils apparaissent comme des héritages, des constructions dont les pharaons auraient entérité, plus que comme des projets qu'ils auraient réellement initiés. Et si les bâtisseurs véritables, ceux qui ont conçu ces structures hors du temps, n'étaient plus que des ombres, effacées de notre mémoire. Les traces historiques sont étrangement muettes. Les Égyptiens ont consigné minutieusement leurs victoires, leurs rituels, leurs offrandes, leurs lignées. Pourtant, aucune fresque ne décrit précisément la construction des grandes pyramides. Aucun texte n'explique la logistique, les outils, les méthodes. On trouve des allusions aux ouvriers, aux offrandes destinées aux dieux, mais jamais de récits détaillés.
comme si l'on avait voulu préserver le mystère, ou peut-être comme si ceux qui les ont bâtis appartenaient à un âge révolu, antérieur aux dynasties. Certains blocs portent des marques de carrier, des signes peints en rouge, que l'archéologie attribue aux équipes de travailleurs organisées sous le règne de Khéops. Mais ces indices concernent surtout des parties annexes, des zones de finition, des couches extérieures. Rien ne prouve que les structures internes, les galeries, les chambres aient été conçues à la même époque. Cela ouvre une hypothèse troublante. Et si les pharaons n'avaient fait que rénover, recouvrir ou réutiliser un monument bien plus ancien? Le plateau de Gizeh lui-même semble avoir été pensé dans une vision d'ensemble. Les 3 grandes pyramides, le Sphinx, les temples adjacents, forment un ensemble cohérent, un paysage architectural plus vaste que ce que les dynasties auraient eu le temps ou les moyens de réaliser en si peu de générations. Cette impression d'un plan global, dépassant les règnes individuels, suggère l'existence de bâtisseurs dont l'identité s'est perdue. L'idée de bâtisseurs sans nom n'est pas unique à l'Égypte. Partout dans le monde, des monuments mégalithiques subsistent, dont les constructeurs sont anonymes. À Baalbek, au Liban, d'énormes blocs de pierre, pesant plusieurs centaines de tonnes, reposent sur des terrasses antiques. Personne ne sait exactement qui les a placés là, ni comment. À Tiwanaku, en Bolivie, les ruines révèlent qu'on prend des pierres parfaitement taillées, ajustées comme si elles avaient été fondues. Là encore, les traditions locales parlent d'ancêtres mythiques, de dieux bâtisseurs, plutôt que de rois identifiables. Peut-être est-ce une constante de l'histoire. Les monuments les plus anciens, ceux qui défient la mémoire, ne sont pas rattachés à des individus. Ils émergent comme des traces collectives, comme si une civilisation entière s'était effacée, ne laissant derrière elle que la pierre. L'absence de nom devient en soi une énigme. Qui étaient ces hommes? Comment vivaient-ils? Quelle langue parlaient-ils? Nous ne le savons pas. Il ne nous reste que les masses silencieuses, posées sur le sable, défiant les siècles. Le rôle du pharaon, dans ce contexte, pourrait être celui d'un héritier. En revendiquant la pyramide, il se plaçait dans la continuité d'une tradition déjà existante. La pyramide devenait un symbole de pouvoir parce qu'elle incarnait déjà l'éternité, l'ordre cosmique, la permanence. La faire sienne, c'était se greffer sur une mémoire plus ancienne, se revêtir de son prestige. Mais le prestige ne prouve pas l'origine. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on considère la précision architecturale. Les bâtisseurs sans nom semblaient posséder une connaissance de la géométrie, des proportions et même de la géodésie que l'on n'attend pas d'une société de l'Antiquité. Certains calculs avancent que les dimensions de la Grande Pyramide renfermeraient des rapports liés au nombre pi ou à la vitesse de la lumière, des coïncidences que l'on explique difficilement comme de simples hasards. Que ces chiffres soient volontairement codés ou non, ils nourrissent l'idée que les concepteurs maîtrisaient un savoir que nous avons oublié. Le silence des archives contraste avec la parole des mythes. Les anciens Égyptiens parlaient de la période des Shemsu-Or, les compagnons d'Horus, des figures semi-divines qui auraient régné avant les dynasties historiques. Leur règne s'étendait sur des milliers d'années, bien au-delà des durées humaines. Les prêtres de Saïs affirmaient entendre que ces compagnons appartenaient à un âge d'or, effacé par le temps. Était-ce une pure invention, ou la trace voilée d'un peuple ancien dont les pyramides seraient les dernières œuvres visibles? Le sable du désert dissimule bien des choses. On sait que d'innombrables sites restent enfouis, invisibles, attendant d'être découverts. Peut-être que les traces des bâtisseurs sans nom y dorment encore, cachés sous les dunes. Mais le temps efface vite. Le vent recouvre, les crues détruisent, les pierres se désagrègent. Chaque siècle ajoute une couche d'oubli. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'un fragment, une façade de ce qui fut autrefois une vaste culture. Le mystère des bâtisseurs touche à une dimension plus vaste, celle de la mémoire humaine. Nous connaissons les rois récents, leurs guerres, leurs règnes, mais dès que l'on recule au-delà de quelques millénaires, les noms se dissipent. Seules les pierres demeurent. C'est comme si la mémoire collective n'avait pas été conçue pour durer aussi longtemps. Pourtant, certains monuments résistent, portant la trace d'hommes sans visage, qui voulaient bien peut-être nous dire quelque chose à travers la géométrie, l'alignement, la masse colossale. Les bâtisseurs sans nom sont devenus des légendes. Les uns les voient comme des dieux, d'autres comme des rescapés d'un monde englouti, d'autres encore comme des peuples avancés, disparus avant l'histoire. Quelle que soit la vérité, leur anonymat leur confère une puissance étrange. Ils sont partout et nulle part. Leurs œuvres demeurent, mais leur identité se dissout dans le silence.
Les pyramides, en ce sens, sont des monuments funéraires, non seulement s'empêcher de ressentir une forme de respect, non pas pour des rois que nous connaissons par leurs cartouches, mais pour des artisans invisibles, des architectes oubliés. Peut-être n'étaient-ils pas si nombreux, peut-être une élite d'observateurs du ciel, de maîtres de la pierre, guidés des foules anonymes. Ou peut-être s'agissait-il d'une société entière, unie par une vision, œuvrant pour ériger des symboles de permanence face à un monde instable. Les bâtisseurs sans nom demeurent insaisissables. Mais leurs œuvres, elles, nous définissent encore. Elles nous rappellent que l'histoire, telle que nous la concevons, n'est aucune mince pellicule sur l'immensité du passé. Derrière cette pellicule, des hommes ont vécu, aimé, rêvé, construit et disparu sans laisser de mots. Seules les pyramides portent encore leur empreinte. Elles sont les dernières paroles d'un peuple oublié, gravées non dans l'écriture, mais dans la pierre. L'Égypte ancienne nous a légué une abondance de témoignages. Des temples couverts d'inscriptions, des tombes peintes de scènes minutieuses, des papyrus retraçant des hymnes, des contes, des inventaires. Des milliers de stèles racontent les victoires des pharaons, les offrandes faites aux dieux, les rituels accomplis dans les sanctuaires. Jamais une civilisation antique n'a autant cherché à graver sa mémoire dans la pierre. Et pourtant, face aux pyramides, cette profusion devient silence. Les plus grands monuments d'Égypte, ceux qui défient encore le temps, sont aussi les moins documentés. Aucune archive, aucun récit détaillé n'explique leur construction, comme si le secret avait été effacé ou qu'il n'avait jamais été transmis. On aurait pu s'attendre à ce que les scribes consignent tout, le nombre d'ouvriers, la durée des travaux, les techniques employées, les cérémonies d'inauguration. Mais rien ne subsiste. Les textes parlent de pharaons bâtisseurs, glorifiant leur puissance, mais toujours avec une vague solennité. Ils disent « Il a fait élever un monument pour sa gloire éternelle », mais ils ne disent pas comment. Ce manque est d'autant plus étrange que les Égyptiens n'étaient pas avares de détails dans d'autres domaines. Ils notaient que la quantité de céréales récoltées, les listes de dons faits au temple, les exploits de simples fonctionnaires. Pourquoi alors se taire sur les plus grandes constructions de leur histoire ? Certains fragments évoquent des expéditions de carriers, des blocs transportés depuis les carrières de Toura ou d'Assouan, des ouvriers organisés en équipe. Mais ces indices semblent concerner des constructions plus modestes, des temples ou des pyramides secondaires. Rien n'égale l'ampleur de Gizeh. On trouve bien dans une galerie de la Grande Pyramide des graffitis tracés à la peinture rouge, mentionnant des équipes de travail liées au règne de Khéops. Mais ces inscriptions se trouvent dans des espaces intérieurs, inaccessibles après la fermeture du monument. Elles attestent de l'implication de travailleurs de l'époque pharaonique, mais pas nécessairement de la conception originelle. Peut-être ne faisaient-ils qu'achever ou restaurer une structure plus ancienne. Le silence est d'autant plus assourdissant lorsqu'on considère l'importance de ces monuments. Si les pharaons voulaient immortaliser leur gloire, pourquoi n'ont-ils pas couvert les parois de la grande pyramide d'inscriptions ? Pourquoi l'intérieur est-il nu, dépouillé, sans la moindre fresque, contrairement aux tombes de la vallée des rois ? Certains chercheurs avancent que ce dépouillement était volontaire, un choix rituel. Mais il est aussi possible que ce dépouillement soit le signe d'une origine différente, étrangère aux habitudes connues de l'Égypte dynastique. Le contraste devient plus net lorsque l'on observe d'autres pyramides plus tardives. Celles de l'Ancien Empire ou du Moyen Empire, bien plus petites, sont couvertes de textes funéraires, de prières gravées pour guider le défunt dans l'au-delà. Elles sont également de facture moins rigoureuse, souvent effondrées, aux blocs plus grossiers. Comme si le savoir-faire s'était amenuisé avec le temps. Les grandes pyramides de Gizeh, elles, demeurent immenses, précises, muettes. Elles ne racontent rien, et c'est peut-être là le plus grand de leurs mystères. Ce silence interroge. Est-il le fruit d'une volonté religieuse, d'un secret réservé à une élite de prêtres et d'architectes dont la parole ne devait pas être gravée ? Ou bien est-il la conséquence d'une transmission brisée, d'une construction si ancienne que les Égyptiens historiques n'en savaient déjà plus l'origine ? Les archives n'expliqueront pas, et dans ce vide, l'imagination s'engouffre. Les mythes égyptiens eux-mêmes parlent d'âges révolus. Ils évoquent une époque où les dieux régnaient sur la terre, suivis par les compagnons d'Horus. Ce temps mythique précède les dynasties historiques. Peut-être que le silence des archives s'explique ainsi. Les pharaons auraient hérité de monuments dont la mémoire s'était perdue, préférant attribuer leur origine à des figures divines plutôt qu'à des ancêtres oubliés. Les temples contiennent parfois des listes de règnes qui s'étendent bien au-delà de l'histoire vérifiable.
Le papyrus de Turin, par exemple, mentionne des dieux et des esprits régnant sur l'Égypte pendant des milliers d'années. Les prêtres qui ont établi ces généalogies savaient-ils qu'ils rapportaient d'ensemble des souvenirs symboliques ou conservaient-ils des bribes d'un passé enfoui? Là encore, le doute persiste et le silence des pyramides nourrit ces incertitudes. Le désert, lui, n'est pas silencieux. Il conserve sous ses sables des indices que les fouilles révèlent peu à peu. Des villages d'ouvriers ont été retrouvés près des pyramides, prouvant l'existence de chantiers organisés. On y découvre des restes de nourriture, des outils, des poteries. Ces découvertes témoignent bien d'une main-d'œuvre importante, nourrie et logée, travaillant probablement sous l'autorité des pharaons. Mais cela n'explique pas tout. La présence d'ouvriers n'implique pas nécessairement qu'ils furent les inventeurs des méthodes. Ils pouvaient simplement reproduire sans comprendre pleinement un savoir hérité. Il est possible aussi que les archives aient existé, mais qu'elles aient disparu. Le papyrus est fragile et le temps efface vite ce qui n'est pas gravé dans la pierre. Des incendies et des pillages, des siècles d'oubli ont pu emporter ces témoignages. Mais le paradoxe demeure. Pourquoi graver tant de récits secondaires et ne rien laisser sur les plus grands monuments? Peut-être parce que ces monuments parleront déjà par eux-mêmes et que leur langage n'avait pas besoin de mots. Ce silence fascine parce qu'il semble volontaire. Il donne aux pyramides une aura d'énigme que l'on ne retrouve dans aucun autre monument antique. Elles ne disent de rien, mais tout en elles paraît signifiant. L'alignement parfait, les proportions rigoureuses, la masse inébranlable. Comme si la pierre elle-même était une écriture, un texte que nous n'avons pas encore appris à lire. Les bâtisseurs, quels qu'ils soient, ont choisi de se taire. Ou peut-être ont-ils disparu avant de pouvoir transmettre leur savoir. Le résultat est le même. Nous nous trouvons face à des structures colossales, sans mode d'emploi, sans explication. Ce vide nous force à chercher ailleurs, dans les mythes, dans les étoiles, dans les traces géologiques. Il nous oblige à considérer l'idée que notre mémoire collective est incomplète, qu'il existe un gouffre entre ce que nous voyons et ce que nous comprenons. Le silence des archives égyptiennes n'est pas une absence totale. C'est un murmure, une invitation à deviner ce qui manque. Les temples et les papyrus nous parlent de Dieu, de cycles cosmiques, de déluges anciens. Mais les pyramides elles-mêmes, immobiles et muettes, semblent dire autre chose. Elles semblent dire « Nous étions là avant vos mots, nous étions là avant vos rois » et dans ce silence se loge peut-être la vérité la plus troublante de toutes. Les pyramides ne sont pas les seules à défier la mémoire des hommes. À travers la planète, des monuments de pierre se dressent, tout aussi mystérieux, portant en eux le poids d'un savoir que l'on peine à saisir. Certains sont connus, d'autres enfouis, mais tous semblent chanter une même mélodie silencieuse, celle d'une humanité ancienne, plus ingénieuse qu'on ne l'imagine, et dont les traces se répètent sous des formes différentes. L'un des exemples les plus troublants est Göbekli Tepe, en Anatolie, découvert à la fin du XXe siècle. Là, des piliers massifs, sculptés de reliefs d'animaux, forment des cercles monumentaux datés de plus de 11 000 ans. Cette datation renverse nos certitudes, car elle précède de plusieurs millénaires l'invention officielle de l'agriculture. Des chasseurs-cueilleurs auraient donc bâti des sanctuaires d'une complexité insoupçonnée. On y retrouve la même logique de monumentalité que dans les pyramides, une volonté de dépasser la simple survie, d'ériger des pierres durables, d'inscrire un message dans la matière. Qui étaient ces constructeurs? Pourquoi ont-ils enterré leur œuvre volontairement, comme s'ils voulaient la protéger ou la dissimuler? Leurs gestes résonnent étrangement avec le silence des Égyptiens face à leurs propres monuments. Plus à l'ouest, en Europe, les mégalithes de Stonehenge dessinent un cercle dont les pierres s'alignent avec les solstices. Là aussi, la précision astronomique étonne. Les blocs, pesant plusieurs dizaines de tonnes, furent transportés sur des dizaines de kilomètres sans que l'on comprenne encore comment. Et derrière l'alignement, on devine une obsession semblable à celle des bâtisseurs de Gizeh. Lier la pierre au ciel, inscrire dans la géométrie terrestre les rythmes cosmiques. Au Liban, à Baalbek, des blocs colossaux dorment encore dans les carrières. Le monolithe de la femme enceinte, par exemple, pèse plus de 1000 tonnes. Ces pierres gigantesques furent taillées, déplacées, mais jamais utilisées. Leur taille dépasse de loin les besoins des constructions romaines postérieures. Était-ce l'héritage d'une époque plus ancienne, où l'on maniait la pierre à une échelle qui nous échappe? Le parallèle avec les blocs des pyramides est inévitable. Une maîtrise du transport et de l'ajustement que nous ne comprenons pas encore pleinement. De l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud,
Les ruines de Tiwanaku et de Pumapunku, dans les Andes boliviennes, révèlent qu'en des pierres taillées avec une précision géométrique déconcertante. Des blocs de plusieurs dizaines de tonnes présentent des angles parfaits, des encoches et des ajustements si précis que l'on pourrait croire à un travail mécanique. Ces sites sont associés à des cultures plus récentes, mais les traditions locales évoquent dans des dieux ou des ancêtres mythiques comme bâtisseurs originels. Là encore, l'histoire officielle hésite et le doute subsiste. Ces vestiges appartiennent-ils vraiment à l'âge que nous leur attribuons ou témoignent-ils d'un savoir plus ancien, hérité d'un monde effacé ? Dans l'océan Pacifique, les statues de l'île de Pâques se dressent comme des silhouettes muettes. Les moaïs, sculptés dans la pierre volcanique, furent déplacés sur plusieurs kilomètres malgré leur masse imposante. Comment les habitants de cette petite île, isolée et pauvre en ressources, ont-ils pu réaliser un tel exploit ? Ici encore, les légendes parlent d'une force mystérieuse, d'un savoir perdu. Les moaïs fixent l'horizon comme les pyramides fixent le ciel, témoignant d'une même volonté d'inscrire la présence humaine dans l'immuable. En Égypte, ces comparaisons soulignent une évidence. Les pyramides ne sont pas isolées dans le temps ni dans l'espace. Elles font partie d'une constellation de monuments qui, chacun à leur manière, transcendent les capacités supposées de leurs bâtisseurs. Tous partagent des caractéristiques troublantes. La monumentalité, l'obsession pour l'orientation, le silence des archives. On dirait qu'à travers des continents éloignés, une même impulsion a conduit l'humanité à sculpter la pierre pour défier le temps et dialoguer avec le ciel. Cette répétition interroge. Est-elle le fruit d'un hasard, d'une convergence naturelle de l'esprit humain ? Ou bien est-elle la trace d'un héritage partagé, transmis à travers des migrations, des survivances d'un âge plus ancien ? Certains chercheurs avancent que les peuples dispersés après la fin de l'âge glaciaire auraient apporté avec eux des bribes de savoir, des traditions architecturales qu'ils auraient adaptées à leur nouvelle terre. Les monuments que nous voyons aujourd'hui seraient dans les échos diversifiés d'une même origine. Même les mythes convergent. Les Polynésiens parlent de navigateurs venus d'îles désormais disparus. Les Mayas évoquent des dieux venus de l'Est, portant le savoir de la pierre et des astres. Les Égyptiens racontent les règnes d'êtres semi-divins avant l'avènement des pharaons. Ces légendes, si éloignées les unes des autres, semblent pourtant tisser une trame commune. L'idée qu'un savoir ancien a circulé, puis s'est fragmenté, laissant des monuments comme preuve muette. Le temps a fait son œuvre. Beaucoup de mégalithes se sont effondrés, ensevelis, rongés par les siècles. Mais leur persistance, malgré l'oubli, témoigne d'une intention profonde. Les pyramides, Göbekli Tepe, Baalbek, Tiwanaku, Stonehenge, tous ces sites semblent affirmer la même vérité muette, inscrite dans la pierre. Les bâtisseurs savaient que les mots disparaissent, mais que la roche, elle, demeure. Ils ont choisi d'écrire dans la matière, non dans les livres. Ce langage minéral reste difficile à lire. Les archéologues y voient des symboles religieux, des lieux de culte, des calendriers. Mais peut-être y a-t-il plus que cela. Peut-être que ces pierres, placées avec une rigueur obsessionnelle, contiennent un message que nous n'avons pas encore déchiffré. Les alignements, les proportions, les formes pourraient être les fragments d'un code universel, un langage oublié reliant la Terre au cosmos. En comparant les pyramides à ces autres mégalithes, on comprend que le mystère dépasse largement l'Égypte. Il englobe toute l'humanité, comme si chaque continent avait gardé un morceau d'un puzzle plus vaste. Les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux, elles sont des jalons dans une mémoire globale. Elles répondent à Stonehenge, à Baalbek, à Tiwanaku, comme si un fil invisible reliait ces monuments éparpillés. Et dans ce fil, une question demeure suspendue. Que voulaient vraiment nous dire les bâtisseurs ? Était-ce une carte, un avertissement, un hymne silencieux au ciel ? Les pierres, immobiles, n'offrent pas de réponse. Mais leur simple comparaison, leur écho d'un continent à l'autre, nous force à envisager l'impensable, que nous ne connaissons peut-être qu'un fragment de notre propre histoire, et que le reste dort encore gravé dans les mégalithes oubliés. L'histoire humaine est un fil fragile. On imagine volontiers une progression continue de la pierre taillée en nos cités modernes, mais ce fil a été rompu plus d'une fois. Les archives du passé ne sont pas complètes. Elles sont pleines de trous, de silences, de vides que le sable et la mer recouvrent. Les civilisations se sont succédées comme des vagues. Certaines ont laissé des écrits, d'autres seulement des ruines, d'autres encore rien que des mythes. Ce que nous appelons histoire en Iran n'est en réalité qu'une reconstruction partielle, un assemblage incomplet de fragments rescapés.
Les pyramides d'Égypte se dressent dans ce vide comme des témoins muets. Elles portent la mémoire d'un savoir dont nous n'avons plus les clés, comme si un pan entier de l'humanité avait été effacé. Si elles semblent appartenir à une époque plus ancienne que celle des pharaons, c'est peut-être parce qu'elles incarnent une continuité brisée, une transmission interrompue. Elles seraient alors les restes visibles d'un monde disparu, de bâtisseurs dont la mémoire s'est effacée dans le grand naufrage des civilisations. La fragilité de la mémoire humaine est partout visible. Les tablettes de Sumer nous racontent des mythes et des lois, mais combien d'autres se sont brisées avant d'être retrouvées? Les bibliothèques d'Alexandrie ou de Ninive ont brûlé, emportant avec elles des siècles de connaissances. Les fresques de temples effacées par le vent, les inscriptions martelées par des envahisseurs jaloux, les récits oraux déformés par le temps. Tout cela montre que la mémoire collective ne survit pas facilement. Ce qui subsiste tient davantage du hasard que de la volonté. Mais parfois les mythes comblent les lacunes. Ils parlent de cycles, de destruction, de recommencement. Chez les Mayas, l'univers fut créé et détruit plusieurs fois. Chez les Grecs, les âges de l'humanité se succédaient. De l'âge d'or à l'âge de fer, chacun sombrant dans la décadence avant qu'un autre ne vienne. En Égypte, les prêtres de Saïs affirmaient à Solon que l'humanité avait déjà traversé d'innombrables catastrophes et que les hommes oubliaient à chaque fois ce qui les avait précédés. Ce n'était pas seulement une vision religieuse, c'était aussi une manière d'expliquer pourquoi certains monuments paraissaient plus anciens que l'histoire elle-même. La mémoire brisée est visible dans les ruines de civilisations dont nous ignorons presque tout. Les habitants de l'Indus bâtirent des villes planifiées avec des réseaux d'égouts sophistiqués, mais leur écriture reste indéchiffrée. Leur savoir s'est perdu et il ne reste que des briques muettes. Les Olmèques sculptèrent d'énormes têtes de pierre, mais nous ne savons pas pourquoi ni comment. À chaque fois, la disparition d'une société laisse un vide que nous remplissons avec nos hypothèses. Peut-être en est-il de même avec les pyramides. Elles seraient au centre le vestige visible d'un savoir qui a traversé une rupture sans que nous puissions en reconstituer les détails. La nature elle-même brise la mémoire. La montée des mers après l'âge glaciaire a englouti d'immenses territoires. Les plaines de Doggerland, les côtes de Sundaland, les cités peut-être installées sur des rivages dès aujourd'hui disparus, tout cela étant perdu sous des mètres d'eau. Si des cultures avancées y avaient prospéré, leurs traces dorment désormais dans les abysses, inaccessibles ou effacées. Les séismes, les éruptions, les crues cataclysmiques ont, eux aussi, effacé des pans entiers de mémoire. La Terre, dans ses mouvements, n'a pas de souci de préserver nos archives. Le plus troublant est que certaines œuvres semblent avoir été conçues pionnièrement pour résister précisément à ces effacements. Les pyramides, les mégalithes, les monuments colossaux ne sont pas fragiles. Ils défient les siècles comme si leurs bâtisseurs avaient anticipé l'oubli. Ils savaient que les écrits s'effacent, que les palais s'écroulent, mais que la pierre massive demeure. Était-ce une volonté de transmettre au-delà des ruptures, un moyen d'assurer qu'au moins quelque chose survivrait, même lorsque la mémoire collective se briserait encore une fois? Les mythes, les ruines, les pierres colossales composent un même récit, celui d'une humanité qui avance, tombe, se relève et recommence. Chaque cycle efface le précédent, mais laisse des traces. Dans ce contexte, les pyramides apparaissent comme un fragment particulièrement résistant, un éclat d'un âge dont nous ne connaissons plus les contours. Leur silence même est une mémoire, il dit l'ampleur de la perte. Ce silence pourtant n'est pas vide, il contient des indices, des anomalies, des détails qui dérangent les chronologies officielles. L'érosion hydrique du sphinx, l'alignement astronomique des pyramides, l'absence d'archives précises, tout cela laisse entendre qu'il y a eu rupture. Quelque chose s'est brisé dans la transmission et ce que nous voyons aujourd'hui n'est que l'ombre d'une connaissance plus vaste. La mémoire brisée des civilisations disparues nous invite à réfléchir sur notre propre fragilité. Nous pensons être à l'abri, entourés de technologies, de bibliothèques numériques, d'archives protégées. Mais que restera-t-il dans 10 000 ans si un cataclysme venait balayer nos villes? Peut-être rien de nos écrans, rien de nos livres, rien de nos serveurs. Peut-être que, comme les anciens, nous ne laisserions derrière nous que quelques monuments, quelques masses de béton et d'acier rongées par le temps. Ce qui survivrait serait fragmentaire et nos descendants liraient dans nos ruines comme nous lisons dans les pyramides, avec plus de questions que de réponses. Les pyramides rappellent que la mémoire humaine est une illusion de continuité. Nous croyons connaître notre passé, mais nous n'en percevons qu'un fragment. Les civilisations s'effacent, les savoirs se dissipent,
et seules les pierres, parfois, traversent le gouffre des millénaires. Ce que nous appelons histoire est peut-être seulement ce qui a échappé à l'oubli, une poignée de vestiges triés par le hasard. Le reste immense dort dans le silence. Ainsi, les pyramides se tiennent comme des énigmes de mémoire. Elles ne disent de rien, mais leur simple présence suffit à suggérer que quelque chose s'est perdu. Elles sont des témoins sans parole d'une humanité brisée, d'un savoir englouti, d'un âge dont les échos résonnent encore dans les mythes et dans les pierres. Elles nous rappellent que nous marchons toujours sur les ruines d'autres mondes, dont la mémoire fracturée continue de hanter nos imaginaires. La fin de l'âge glaciaire n'a pas été une lente transition douce, mais une succession de bouleversements violents. Durant des millénaires, la Terre avait été enfermée dans le froid, ses océans plus bas, ses continents élargis par les terres émergées. Puis, en quelques milliers d'années à peine, tout changea. Les glaces commencèrent à fondre, les mers à monter, les climats à se transformer. Pour les peuples qui vivaient alors, cela devait ressembler à la fin du monde. Les archives géologiques racontent une histoire dramatique. Vers 12 900 ans avant notre ère, un épisode brutal appelé le Dryas récent plongea la planète dans un nouveau froid glacial après un début de réchauffement. En quelques décennies, les températures chutèrent, les glaciers regagnèrent du terrain, les écosystèmes furent bouleversés. Puis, tout aussi soudainement, la chaleur revint, et les calottes commencèrent à se désagréger à un rythme fulgurant. Les torrents d'eau libérés remodelèrent sur les continents, provoquant des inondations cataclysmiques. En Amérique du Nord, le gigantesque lac glaciaire Agassiz, retenu par les glaces, finit par céder. Son déversement massif dans l'Atlantique Nord aurait perturbé les courants marins, modifiant le climat global. Les crues qui s'ensuivirent balayèrent des plaines entières, arrachant les forêts, remodelant les vallées. En Eurasie, des torrents similaires surgirent, laissant derrière eux des traces visibles encore aujourd'hui, comme les canaux géants du nord-ouest américain ou les plaines inondées de Sibérie. Ces paysages portent la marque d'un chaos hydrologique, une violence que les hommes durent affronter avec des moyens dérisoires. Dans ce décor instable, il n'est pas surprenant que des cultures aient disparu. Les populations côtières, installées sur des rivages désormais engloutis, furent les premières victimes. La montée des mers de plus de 100 mètres en quelques millénaires noya d'immenses territoires. Des continents disparurent, Sundaland en Asie, Doggerland en Europe, les ponts terrestres reliant le Japon ou l'Australie à leurs voisins. Si des sociétés y avaient rebâti des sanctuaires, des villages, des monuments, tout cela repose aujourd'hui sous des eaux profondes. Certains chercheurs évoquent aussi l'hypothèse d'un impact cosmique, peut-être une comète fragmentée ayant frappé la planète au début du Dryas récent. Les couches de sédiments datant de cette époque contiennent des microsphérules de carbone, des traces de vitrification, des particules d'iridium que certains interprètent comme des indices d'un événement céleste. Si cela était vrai, l'humanité aurait traversé une catastrophe comparable aux mythes de feu et d'eau mêlée, marquant durablement les mémoires. Quoi qu'il en soit, l'archéologie témoigne de rupture. Des cultures entières semblent s'éteindre brusquement, remplacées par d'autres dans les siècles qui suivent. Ces cataclysmes ne furent pas seulement des épreuves climatiques. Ils façonnèrent aussi les récits. Les mythes de déluges, d'inondations, de mondes détruits trouvent ici leur ancrage. Pour les survivants, voir leur monde submergé, leurs terres englouties, leurs repères effacés, ne pouvait être qu'un traumatisme cosmique. La mémoire de ces événements, transmise de génération en génération, se cristallisa en récits sacrés. La Bible, l'épopée de Gilgamesh, les Védas, les traditions amérindiennes et polynésiennes, tous portent l'empreinte de cette époque de bouleversement. Dans ce chaos, les pyramides apparaissent comme une anomalie. Si elles existaient déjà, elles auraient résisté à ces bouleversements, émergeant du sable comme des survivantes d'un âge révolu. Leur masse, leur stabilité, leur emplacement en hauteur les auraient protégées des crues. Elles seraient devenues des repères pour des peuples déracinés, un centre symbolique autour duquel reconstruire. Leur silence prend alors une nouvelle dimension, celui d'un monument qui a traversé la fin du monde. La science moderne confirme l'ampleur des dérives climatiques. Les carottes de glace, prélevées au Groenland et en Antarctique, montrent des variations de température brutales, parfois de 10 degrés en quelques décennies. Pour des sociétés dépendant directement des cycles naturels, ces changements rapides signifiaient famine, migration, effondrement. Les forêts disparaissaient, les animaux changèrent de territoire, les fleuves modifiaient leur cours, la stabilité nécessaire au développement des cultures et des cités s'effondrait.
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'agriculture et les premiers villages permanents n'apparaissent qu'après la fin de ces dérives, lorsque le climat se stabilisa. Pourtant, certains sites comme Göbekli Tepe suggèrent tôt que même au cœur de ces bouleversements, l'homme avait déjà la volonté de bâtir, de sculpter, de transmettre. Cela pose une question vertigineuse. Si des monuments pouvaient être construits avant l'invention de l'agriculture, qu'est-ce qui empêchait qu'ailleurs, sur d'autres terres, d'autres édifices colossaux aient été érigés? Peut-être que les pyramides s'inscrivent dans ce cadre, comme l'expression d'une humanité qui avait déjà franchi un seuil, mais dont la mémoire fut brisée par les cataclysmes de la fin glaciaire. Ces dérives marines et climatiques sont aussi visibles dans les sédiments du Nil. Des traces indiquent des variations brutales du débit, des périodes d'inondations excessives alternant avec des sécheresses. Les habitants de la vallée, dépendant de ce fleuve, durent s'adapter sans cesse. Mais si les pyramides furent sans les conçues avant cette instabilité, elles auraient représenté une tentative de créer un ordre immuable au cœur du chaos. Un monument stable dans un monde qui ne cessait de se transformer. Les traditions égyptiennes évoquent elles-mêmes des cycles de destruction. Les prêtres affirmaient que le monde avait déjà été détruit plusieurs fois, par le feu et par l'eau. Ces paroles résonnent avec les bouleversements de la fin glaciaire. Peut-être que ces récits n'étaient pas seulement symboliques, mais la mémoire transformée d'événements réels. Le plus frappant, c'est la rapidité de ces changements. À l'échelle géologique, quelques millénaires sont un battement de cœur, mais pour les hommes qui vivaient alors, cela représentait des générations entières condamnées à l'exil, des familles maintenant perdant leurs terres ancestrales, des communautés voyant leur horizon disparaître sous les flots. Cette succession de catastrophes façonna une humanité marquée par la perte, mais aussi par le désir de permanence. Les pyramides, dans cette perspective, ne sont pas seulement des tombeaux, elles sont des refuges de mémoire, des pierres dressées contre l'oubli des eaux et des dérives climatiques. À la fin de l'âge glaciaire, le monde que nous connaissons aujourd'hui prit forme. Les mers retrouvèrent leur niveau actuel, les continents se stabilisèrent, les climats devinrent plus cléments. C'est alors que l'agriculture se répandit, que les villages devinrent des cités, que les premières dynasties s'établirent. Mais derrière cette émergence se cache une perte immense. Des continents entiers disparus, des peuples effacés, des savoirs brisés. Les pyramides, immobiles au bord du Nil, semblent porter en elles cette dualité. Elles appartiennent à l'histoire connue, mais leur silence, leur masse, leur intemporalité suggèrent qu'elles sont aussi les héritières d'un monde antérieur, né et détruit dans les cataclysmes de la fin glaciaire. Depuis la nuit des temps, l'homme a regardé la pierre et le ciel comme deux réalités indissociables. L'une représentait l'ancrage, la stabilité, l'éternité terrestre, l'autre incarnait le mouvement, l'infini, l'éternité céleste. Entre les deux, il y avait l'homme, fragile, éphémère, condamné à mourir, mais capable de rêver d'immortalité. Les pyramides semblent être nées teintes de ce dialogue, un mariage de la masse immobile et des étoiles mouvantes. Elles sont l'expression d'un savoir ancien, peut-être oublié, qui unissait la pierre et le ciel dans une seule et même vision. La construction des pyramides n'était pas seulement un exploit architectural, c'était un acte de connaissance. Les bâtisseurs savaient tailler le calcaire et le granit, ajuster des blocs colossaux avec une précision que nous admirons encore aujourd'hui. Mais ils savaient aussi lire les mouvements du soleil, suivre les trajectoires des étoiles, mesurer le temps par l'ombre et la lumière. Ce savoir n'était pas compartimenté comme nos sciences modernes. Il était un tout, une cosmologie pratique où l'architecture, l'astronomie et la spiritualité ne faisaient qu'un. Les alignements parfaits des pyramides témoignent de cette maîtrise. Leurs faces pointent vers les 4 directions cardinales, comme si elles avaient été conçues pour dialoguer avec la Terre entière. Leurs conduits internes semblent s'orienter vers des étoiles précises, Sirius, Orion, les constellations circumpolaires. Ces choix ne sont pas accidentels. Ils traduisent une pensée symbolique qui voyait dans le ciel une carte des destins humains. Pour les Égyptiens, les pharaons rejoignaient, après leur mort, les étoiles impérissables, celles qui ne disparaissent jamais sous l'horizon. La pyramide devenait alors un vaisseau de pierre, une rampe conduisant l'âme vers le cosmos, mais certaines correspondances vont plus loin. Des chercheurs ont remarqué que l'orientation des 3 grandes pyramides de Gizeh rappelle la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion. Le Nil, coulant à proximité, pourrait représenter le reflet terrestre de la Voie lactée. Cette géométrie suggère une volonté de reproduire le ciel sur la terre, comme si les bâtisseurs voulaient en figer dans la pierre
l'ordre cosmique. Et si cette correspondance semble plus parfaite en remontant 12 000 ans en arrière, cela pourrait indiquer un savoir hérité, conservé depuis une époque antérieure à l'histoire. Le savoir ancien n'était pas seulement astronomique, il était aussi géologique et technique. Les bâtisseurs savaient où extraire la pierre, comment l'acheminer, comment la polir et l'ajuster. Certains blocs de granit venant d'Assouan ont parcouru près de 900 km pour rejoindre Gizeh. Leur transport, leur levage et leur ajustement témoignent d'une organisation et d'une maîtrise que nous avons du mal à expliquer avec des outils de cuivre et des cordes de chanvre. Peut-être utilisaient-ils des techniques perdues, des procédés que nous n'avons pas encore redécouverts. Le silence des archives nourrit l'énigme. Les Égyptiens ont laissé des milliers de hiéroglyphes, mais aucun ne décrit précisément les méthodes de construction des pyramides. Comme si ce savoir n'était pas destiné à être écrit, mais transmis oralement, ou réservé à une élite. Peut-être était-il trop sacré pour être couché sur la pierre, ou peut-être venait-il d'un temps si ancien que les scribes eux-mêmes n'en connaissaient en plus les détails. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait n'être que le résultat final, la trace visible d'un savoir qui n'existe plus que dans la masse muette des monuments. Les pyramides ne sont pas isolées dans ce rapport entre pierre et ciel. À travers le monde, d'autres monuments témoignent d'une même obsession. À Stonehenge, les pierres s'alignent avec le lever du soleil au solstice. À Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan produit l'ombre d'un serpent céleste lors des équinoxes. À Teotihuacan, l'avenue des morts suit des axes orientés vers des événements astronomiques précis. Ces constructions montrent que les anciens cherchaient partout à relier leur monde terrestre à l'ordre céleste. Les pyramides de Gizeh en sont l'expression la plus colossale, mais elles s'inscrivent dans une logique universelle. Le savoir ancien sur la pierre et le ciel n'était peut-être pas seulement une science au sens moderne, il était aussi une philosophie, une manière de se situer dans l'univers. Construire une pyramide, c'était affirmer que l'homme n'était pas séparé du cosmos, mais qu'il en faisait partie. C'était inscrire son existence dans une harmonie plus vaste, où chaque étoile avait sa place et chaque bloc de pierre sa raison. Cette vision dépasse l'utile et le pratique. Elle exprime une recherche de sens, une quête de permanence dans un monde instable. Il est possible que ce savoir ait des racines encore plus profondes. Avant même les premières cités, avant l'agriculture, les chasseurs-cueilleurs observaient le ciel. Ils connaissaient les cycles lunaires, les saisons, les migrations des étoiles. Ce savoir, transmis oralement, a pu s'accumuler sur des millénaires, jusqu'à trouver son expression monumentale dans la pierre. Peut-être que les pyramides sont l'aboutissement de cette longue mémoire, condensée dans une géométrie parfaite. Mais ce savoir a aussi été brisé. Les cataclysmes de la fin de l'âge glaciaire, les inondations, les dérives climatiques ont effacé des cultures entières. Si une civilisation ancienne avait atteint une maîtrise avancée de la pierre et du ciel, elle aurait pu disparaître presque totalement, ne laissant que des monuments isolés, incompris de leurs héritiers. Les pyramides ont, dans ce cadre, seraient pas les fragments d'un monde effacé, une bibliothèque de pierre dont les pages sont trop lourdes pour être lues. Le lien entre pierre et ciel persiste cependant dans les traditions égyptiennes. Les textes des pyramides, gravés dans les chambres funéraires de Saqqara, parlent du voyage de l'âme vers les étoiles, de l'union du pharaon avec Orion et Sirius. Même si ces textes datent d'une époque postérieure, ils révèlent une continuité de pensée. La conviction que la pierre n'est pas seulement une tombe, mais un escalier vers le cosmos. La pyramide devient alors une métaphore incarnée, une montagne artificielle reliant la terre au ciel. En contemplant ces monuments aujourd'hui, on perçoit encore cette double dimension. La pierre nous impressionne par sa masse, sa permanence. Le ciel par son mouvement éternel. Ensemble, ils créent une harmonie qui dépasse l'entendement. Les pyramides ne sont pas seulement des constructions humaines, elles sont des instruments cosmiques, des points de rencontre entre l'immobile et l'infini. Elles nous rappellent que l'humanité, dès ses premiers pas, cherchait déjà à comprendre sa place dans l'univers, et qu'elle a peut-être su bien plus que ce que nous croyons. Les pyramides se tiennent à un carrefour singulier, là où le possible rencontre l'imaginaire, où l'histoire et le mythe se confondent. Elles existent, massives et réelles, bloc après bloc, visibles pour quiconque foule le plateau de Gizeh. Pourtant, plus on les observe, plus elles semblent échapper à la simple rationalité. Leur construction, leur orientation, leur silence défient les explications linéaires. Elles se dressent comme un miroir,
Ce que nous voyons en elles dépend autant de ce que nous savons que de ce que nous rêvons. Les frontières du possible se dessinent dans les hypothèses des archéologues. Oui, des milliers d'ouvriers, organisés en équipes, ont pu extraire les pierres, les transporter sur des traîneaux de bois, les hisser sur des rampes monumentales. Oui, la détermination d'un peuple, guidé par la volonté absolue d'un pharaon, peut accomplir des merveilles. Mais cette explication, rationnelle et crédible, ne dissipe pas toutes les ombres. Elle laisse des questions suspendues. Pourquoi une telle précision, une telle obsession pour l'alignement céleste, une telle disproportion entre les moyens supposés et le résultat final ? C'est là que l'imaginaire s'engouffre. Certains voient dans les pyramides la trace d'un savoir ancien, peut-être hérité d'une civilisation disparue avant l'histoire. D'autres y projettent l'idée d'un contact extérieur, des dieux venus des étoiles, qui auraient en transmis aux hommes des connaissances impossibles. Ces récits apparaissent fantastiques, mais ils persistent parce que les monuments eux-mêmes nourrissent l'incrédulité. Les pierres colossales, ajustées au millimètre, semblent faites pour susciter le doute. Le possible et l'imaginaire s'entrelacent aussi dans la manière dont nous lisons les mythes. Lorsque Platon raconte l'Atlantide, il prétend rapporter un récit transmis par les prêtres égyptiens. L'île engloutie, détruite en une seule nuit, peut paraître une invention philosophique. Mais replacée dans le contexte de la montée des mers après l'âge glaciaire, elle devient plausible. L'imaginaire devient alors un masque posé sur le réel, une manière poétique de dire une vérité historique. Les limites du possible s'élargissent avec chaque découverte. Quand Göbekli Tepe fut mis au jour, personne n'imaginait que des chasseurs-cueilleurs puissent bâtir un sanctuaire de pierres monumentales il y a plus de 11 000 ans. Ce qui paraissait impossible devint soudain tangible. Les frontières de l'imaginaire reculent sans cesse, repoussées portées par la science. Peut-être en sera-t-il de même pour les pyramides. Ce qui nous semble inconcevable aujourd'hui apparaîtra demain, comme une évidence, une technique redécouverte, une explication simple et pourtant invisible jusque-là. Mais l'imaginaire ne se contente pas de suppléer au manque de preuves. Il joue un rôle vital, il garde ouverte la question. Sans lui, nous enfermerions les pyramides dans une explication étroite, les réduisant à de simples tombeaux. Grâce à lui, elles demeurant des énigmes vivantes, des sources d'inspiration, des miroirs de nos propres quêtes. Elles nous rappellent que le savoir humain est limité et que l'univers garde toujours une part de secret. Les frontières du possible sont aussi façonnées par notre époque. Au XIXe siècle, on voyait les pyramides comme l'œuvre d'esclaves écrasés sous le joug des pharaons. Aujourd'hui, on préfère les imaginer comme des chantiers collectifs, portés par une organisation sociale impressionnante. Demain, peut-être, une nouvelle théorie dominera. Les pyramides n'ont pas changé, mais notre regard, lui, évolue. Elles s'adaptent à nos imaginaires successifs, comme si elles avaient été conçues pour cela. Refléter non seulement le ciel, mais l'esprit des hommes. Dans cet entrelac de réel et de mythe, une vérité se dessine. Les pyramides sont des seuils. Elles marquent une frontière entre ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas. Leur silence est leur plus grande force. Elles ne répondent pas, elles interrogent, et cette interrogation devient une part de leur héritage. Peut-être est-ce là leur véritable fonction, obliger chaque génération à se confronter aux limites de son savoir. On retrouve ce même vertige face à d'autres monuments. Stonehenge, Baalbek, Tiwanaku, les statues de l'île de Pâques, tous suscitent des débats entre archéologie et imagination. Tous se trouvent au seuil de l'explicable, dans cette zone où la science se heurte au silence des pierres. Là encore, le possible et l'imaginaire se rencontrent. Là encore, l'homme mesure sa petitesse face au temps. Ce qui distingue les pyramides, c'est leur échelle. Elles ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont colossales. Elles forcent le regard, elles imposent la question. Et leur endurance à travers les millénaires les place hors du temps. Elles sont à la fois réalité historique et mythe vivant. Leur masse est réelle, mais leur signification appartient au domaine de l'imaginaire. Les frontières du possible et de l'imaginaire ne sont pas figées, elles bougent, se déplacent, s'élargissent. Les pyramides nous montrent que ce que nous croyons impossible aujourd'hui peut devenir banal demain. Mais elles nous rappellent aussi que, même lorsque la science expliquera leur construction avec précision, elles garderont toujours une part de mystère. Car leur essence n'est pas seulement matérielle, elle est symbolique. Elles sont faites pour défier, pour questionner, pour troubler. En contemplant ces masses de pierres, nous percevons la rencontre de deux mondes. Celui du possible, ancré dans la technique et le travail humain, et celui de l'imaginaire, ouvert sur l'infini. Entre les deux, il n'y a pas de barrière claire.
seulement un espace de résonance. C'est dans cet espace que vivent les pyramides, immobiles et pourtant mouvantes, réelles et pourtant irréelles. Elles nous invitent à accepter que certaines vérités se trouvent aux frontières, là où le réel se mêle au rêve et où la pierre elle-même devient une énigme. Les pyramides se tiennent, immobiles, au bord du désert, et pourtant elles semblent ouvrir sur des horizons que nous ne savons pas parcourir. Elles ne sont pas seulement des masses de pierre, elles sont des seuils, des passages, des portes vers quelque chose qui échappe à nos mots. Depuis toujours, ceux qui les contemplent ressentent dans cette impression qu'elles ne sont pas faites uniquement pour contenir des corps, mais pour contenir un mystère. Entrer dans une pyramide, c'est pénétrer dans un silence qui dépasse l'entendement. Les couloirs étroits, inclinés, mènent vers des chambres obscures. On ne sait jamais si elles étaient conçues pour accueillir des sarcophages, des rituels ou autre chose. L'absence d'inscription dans la grande pyramide trouble l'esprit. On s'attendrait à y trouver des textes, des fresques, des prières, comme dans les tombes de la vallée des rois. Mais ici rien, le vide. Ce dépouillement radical donne l'impression que l'édifice n'était pas destiné à être décoré, mais à rester pur, comme une machine mystérieuse, conçue pour une fonction que nous ne comprenons plus. Certains y voient un instrument astronomique, une horloge géante réglée sur les étoiles. D'autres imaginent une chambre de résonance, un lieu où les sons et les vibrations servaient à des rituels oubliés. D'autres encore évoquent une carte codée, inscrivant dans la pierre les mesures de la Terre et du cosmos. Chaque hypothèse transforme la pyramide en une porte, non vers l'au-delà seulement, mais vers un savoir inaccessible. La forme même de la pyramide porte en elle une puissance symbolique. La base carrée, stable, ancrée dans la terre, s'élève en pente convergente vers un sommet unique, un point qui touche le ciel. Cette géométrie simple contient un langage universel, l'union de la multiplicité terrestre avec l'unité céleste. Dans cette forme, certains ont vu un symbole cosmique, une montagne sacrée artificielle, une passerelle entre deux mondes. La pyramide n'est pas seulement un monument, elle est un chemin. À travers les âges, les voyageurs l'ont perçu ainsi. Les Grecs voyant dans les pyramides des merveilles inexplicables. Les Arabes les appelaient les greniers de Joseph, croyant qu'elles contenaient sortant les trésors d'un âge biblique. Les explorateurs modernes y cherchaient des secrets, des trésors, des réponses. Chaque époque projette sur elle son propre imaginaire comme si leur rôle véritable était de susciter la question, de devenir un miroir de nos quêtes. Elles sont des portes, mais des portes qui ne s'ouvrent qu'en nous. Les Égyptiens eux-mêmes parlaient de la pyramide comme d'un moyen d'ascension. Les textes des pyramides décrivent le voyage du pharaon quittant la terre pour rejoindre les étoiles. Les chambres internes, les conduits, n'étaient pas seulement des espaces vides. Ils symbolisaient pas le passage de l'âme, guidée par la pierre vers son éternité céleste. Dans ce sens, chaque pyramide est une porte, mais une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui quittent ce monde. Mais il y a peut-être plus. Certains chercheurs, en étudiant l'acoustique des chambres, ont remarqué des résonances étranges. Les sons y vibrent d'une manière particulière, comme si la pierre avait été choisie et disposée pour amplifier certaines fréquences. Était-ce volontaire ? Était-ce destiné à accompagner des rituels, à créer une expérience sensorielle qui transformait l'espace en instrument ? Si tel est le cas, la pyramide devient une porte sonore, un passage ouvert par la vibration et la résonance, reliant l'humain à quelque chose d'invisible. D'autres voient dans la géométrie des pyramides un savoir codé. La hauteur, le périmètre, l'angle d'inclinaison. Autant de mesures qui semblent correspondre à des constantes mathématiques ou géodésiques. Certains y trouvent des approximations du nombre pi, du nombre d'or ou des dimensions de la Terre. Coïncidence ou intention. Si c'était intentionnel, alors les pyramides seraient des portes de connaissances, des bibliothèques de pierre où le savoir se cache dans les proportions. La dimension spirituelle, scientifique et symbolique se mêlent ainsi dans une même structure. Les pyramides sont à la fois trop concrètes et trop abstraites pour que nous les réduisions à une seule fonction. Elles sont des tombeaux peut-être, mais aussi des instruments cosmiques, des symboles philosophiques, des résonateurs acoustiques, des cartes codées. Elles sont tout cela à la fois, ou autre chose encore que nous n'avons pas compris. Les portes ne servent pas seulement à entrer. Elles marquent aussi une frontière. Les pyramides, dans leur silence et sensibilité, dessinent cette frontière entre le connu et l'inconnu. Nous savons qu'elles existent, mais nous ne savons pas tout ce qu'elles signifient.
Elles ouvrent vers un espace mental où l'homme se confronte à ses limites. Leur fonction véritable importe peut-être moins que l'expérience qu'elles provoquent, celle d'un vertige, d'un trouble, d'un sentiment que l'histoire humaine est plus vaste que ce que nous en savons. Les mythes du monde entier parlent de portes sacrées, de passages entre les mondes, de montagnes ou de temples où l'on franchit les seuils de la réalité. Les pyramides semblent incarner cette idée à une échelle inégalée. Elles sont des seuils matérialisés dans la pierre, des rappels que le visible cache toujours un invisible. Peut-être n'étaient-elles pas conçues pour être comprises, mais pour être ressenties. Elles n'offrent pas une réponse, elles ouvrent une énigme. Les portes de l'inconnu ne sont pas faites pour être franchies aisément. Elles exigent de l'homme une disposition particulière, l'acceptation de son ignorance, la reconnaissance de son désir de savoir, l'humilité devant le mystère. Les pyramides immobiles imposent cette posture. Elles ne livrent rien gratuitement, mais elles obligent à chercher. Et dans cette quête, elles continuent d'exercer leur pouvoir. Au fil des siècles, elles ont survécu aux envahisseurs, aux pillages, aux tremblements de terre. Elles n'ont pas été détruites comme tant d'autres monuments, peut-être parce qu'elles inspirent une crainte sacrée. Même brisées, elles demeurent portes closes. Leur force réside dans ce qu'elles cachent, plus que dans ce qu'elles révèlent. Elles sont des énigmes construites pour durer, des seuils érigés contre l'oubli. Ainsi, en les contemplant, nous ne voyons pas seulement des pierres, nous voyons une invitation. Une invitation à franchir non pas un passage matériel, mais un passage intérieur vers une compréhension plus vaste du temps, de l'univers et de nous-mêmes. Les pyramides se tiennent comme des portes de l'inconnu. Elles ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec le regard, le doute et la fascination qu'elles suscitent. Et peut-être est-ce cela leur fonction ultime, rester éternellement fermées pour que nous continuions à chercher ce qu'elles gardent derrière elles,